Mardi 20 janvier 2026, le journaliste, écrivain et critique littéraire Mark Weitzman, producteur et animateur de l'émission Signe des temps sur France Culture de 2017 à 2025, était invité à la librairie Ombre Blanche pour la présentation de son nouvel ouvrage paru chez Grasset intitulé La part sauvage, le monde de Philippe Roth et le chaos américain, retour sur 20 ans d'amitié, lauréat du prix Femina Essai. Ce livre est le portrait de Philippe Roth, grand écrivain américain décédé en 2018 et ami précieux de l'auteur, rencontré en 1999 à l'occasion d'une interview. Il est aussi une plongée dans son œuvre prodigieuse, une méditation sur la littérature et une radiographie des États-Unis tels que tous les livres de Roth les a décrits depuis 1950 et tels qu'ils sont devenus. La rencontre était animée par Jean-Antoine Loiseau. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, excusez ma voix qui n'est pas celle que j'ai d'habitude, mais bon, ça m'est tombé dessus hier, un peu une début d'extinction de voix, ça va mieux, mais je ne suis pas encore totalement rétabli. Est-ce que vous m'entendez au fond ? Bon, c'est bon ? D'accord. On est très heureux d'accueillir Mark Weitzman qui va évoquer ce soir La part sauvage aux éditions Grasset, qui est prix Femina Essai 2025. Quelques mots sur vous. D'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de la librairie Ombre Blanche à Toulouse. Merci à vous. Voilà. Vous êtes journaliste, critique littéraire, écrivain, notamment l'auteur de Chaos chez Grasset en 87, Mariage mix chez Stock en 2000, Une place dans le monde chez Stock en 2004, Un temps pour haïr chez Grasset en 2019. Et de 2018 à 2025, vous avez produit et animé l'émission Signe des temps, un titre à mon avis qui peut résonner avec votre livre. En fait, le temps, l'intérêt le rapport au temps, l'histoire est très présent dans La part sauvage, on va en parler. C'était sur France Culture, voilà. Vous avez aussi dirigé, vous étiez rédacteur en chef des pages littéraires des Inrecuptibles. J'en parle parce que vous en parlez dans le livre, c'est un passage important de votre vie. Vous évoquez Michel Houellebecq, voilà, c'est vraiment un retour passionnant sur aussi la vie littéraire, culturelle française d'une période. Des années 90. Des années 90. Alors cela dit, l'erreur serait, je crois, finalement dans La part sauvage, je dirais que c'est un récit. C'est d'abord un récit, alors c'est peut-être aussi un essai littéraire, mais peut-être d'abord un récit très dense, très fourni, très riche, assez passionnant, assez brillant, avec une analyse très fine, je trouve. Mais il ne faudrait pas le réduire à un livre sur l'œuvre de Philippe Roth. Ce n'est pas que ça, en tout cas. C'est aussi un livre sur les livres de Philippe Roth qui nous invite à lire, à découvrir, à redécouvrir. J'ai amené les faits, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque, Autobiographie d'un romancier, Tromperie, les livres que j'avais, Le théâtre de Sabat, qui est aussi un livre qui compte beaucoup pour vous, Mark Weitzman. Il y a également La contre-vie, on va pas tous les citer parce qu'on va les évoquer de toute façon. Mais c'est aussi donc un portrait peut-être de Philippe Roth, un ami précieux, puisque vous êtes devenus tous les deux amis. Tout commence en 99 et finalement c'est un peu une lecture de ces romans comme une sorte de matière, je dirais, à réflexion sur notre époque, puisque finalement on se rend compte que en 2026, peut-être que on va en parler, mais que ces romans ont eu raison bien avant l'heure. Et vous aussi, Mark Weitzman, vous avez eu raison aussi bien avant l'heure. Voilà, on va l'évoquer. Un passage du texte, je le connaissais depuis 1999. Ce qui finit par devenir une relation d'amitié affectueuse entre nous n'avait cependant commencé que 3 ans plus tard, en juillet 2002, tandis que les vapeurs empoisonnées de l'attaque contre le World Trade Center 10 mois plus tôt flottaient encore au-dessus des rues de New York. Le lien s'était noué non moins imperceptiblement dans le fil de ce qui avait commencé comme une interview pour les Inrecuptibles, le journal où je travaillais alors, avant de se changer en discussion à bâton rompu un après-midi entier sur toutes sortes de sujets, de l'abstraite cérébralité de ce qu'il appelait l'intelligence française, à l'importance du régionalisme pour la littérature américaine, en passant par l'ambiguïté morale de l'écrivain vis-à-vis des sujets qui le mobilisent. Vers la fin de la journée, tandis que j'attendais le taxi, Ross m'avait proposé de poser ma candidature à une résidence pour artistes qui s'appelait la MacDowell Colony. Et de retour à Paris,
C'est ce que j'avais fini par faire, surtout parce que la suggestion venait de lui. Invité pour 2 mois dans l'un des chalets de la McDowell, disséminés dans les forêts d'une merveilleuse réserve naturelle du Vermont, si une chose était prévisible, c'est que je n'allais pas y rester. 2 semaines environ après mon arrivée, je pris le bus pour Brooklyn, où je savais pouvoir me faire héberger, et d'où j'appelais Roth, qui me fixa rendez-vous pour le lendemain soir au Russian Samovar, un restaurant judéo-russe de la 57e rue Ouest, où il avait ses habitudes. Moins d'1 an plus tard, il me faisait suffisamment confiance pour m'intégrer dans le cercle privilégié des lecteurs de ses manuscrits. Un cercle dont les membres, très divers, changeaient au fil des ans et des opportunités. Par l'une de ses amies, je trouvais alloué dans Manhattan un petit appartement presque dénué de fenêtres et ne payant pas de mine, mais qui avait l'avantage de se situer sur la 87e rue Est, c'est-à-dire presque en face de chez Roth, de l'autre côté de Central Park. Au terme d'une journée passée à écrire ou à traduire les thrillers absurdes et politiquement douteux qui m'assuraient un semblant de revenu, il ne me restait qu'à traverser le parc pour l'emmener dîner selon un rituel bientôt bi-hebdomadaire. Voilà, on est page 14-15 du texte. C'est une rencontre en 99 et ça va donc devenir un ami. Alors d'abord, j'aimerais qu'on revienne peut-être sur le point de départ, le déclencheur peut-être du livre, qui est un livre, j'ai dit, qui est très foisonnant, très riche, qui parle de vous également, de votre vie de famille, de votre œuvre littéraire aussi personnelle. Comment le livre s'est-il construit, s'est-il forgé, Mark Weitzman? La part sauvage. J'avais l'impression de devoir ce livre depuis longtemps, mais je voyais pas du tout quoi écrire. En fait, j'ai dû penser à un livre sur lui dans les années 2008, 2007-2008, quelque chose comme ça. Et il y avait cette intuition que il représentait. J'ai tout de suite senti qu'il représentait. Enfin, quand j'ai commencé à y réfléchir, qui représentait quelque chose qui était en train de disparaître. Dès ce moment-là, mais quoi et comment écrire et pourquoi, en fait, pourquoi écrire, parce que sur lui et sur je ne voyais pas du tout écrire sur des discussions dans des dîners ou des promenades dans Central Park, ça n'avait aucun sens. J'avais pas envie de faire un essai sur ses livres. Enfin bref, j'ai tourné autour pendant très longtemps sans penser qu'il y avait vraiment matière, et en même temps avec l'idée que je lui devais, en fait, parce qu'il a été très généreux avec moi. Et quelque part, c'était là, il fallait que je le fasse. Et il s'est passé 3 choses qui ont débloqué l'écriture du livre. Il y avait aussi le fait que tout le monde me le demandait. Tout le monde me demandait d'écrire quelque chose sur Roth. Et évidemment, plus on me le demandait, moi j'étais porté à le faire. Et puis c'est passé 3 choses. D'une part, Trump a été élu en 2018. Ensuite, Roth lui-même est mort dans des circonstances qui m'ont directement concerné, parce que mon livre précédent, À temps pour haïr, était écrit en anglais sur une suggestion de lui, et il avait lu des reportages sur l'antisémitisme en France que j'avais écrit pour un journal américain, et il m'avait suggéré d'en faire un livre, ce à quoi je n'avais pas pensé, et j'ai commencé le livre quelques jours avant les attentats à Charlie Hebdo et à l'Hypercacher en janvier 2015, ce qui a changé complètement le sujet le sujet, surtout la taille du livre, qui est devenu énorme, écrit en anglais, et du coup, j'ai pas eu le temps de le finir avant qu'il meure. Il est mort pendant que je corrigeais les épreuves, que je finissais l'édition, je sais plus. C'est bien que il n'a pas eu le temps de lire ce bouquin dont il était l'initiateur, en fait. Et ça a joué, c'était important pour moi. C'était une sorte de rendez-vous manqué. Donc ça a joué aussi dans l'idée qu'il fallait que j'écrive quelque chose sur lui. Et puis l'autre chose qui a joué aussi, on va en parler, c'est que le monde qu'il décrit dans ses livres, le monde dont il faisait partie, l'Amérique dont il faisait partie, a cessé d'exister très brutalement en quelques années, entre le moment de sa mort et 2020. En l'espace de 2 ans, le monde de Philippe Roth et l'Amérique de Philippe Roth a complètement cessé d'exister et ne reviendra plus.
Donc ça faisait beaucoup bizarrement, cette succession de pertes a ouvert la voie d'une certaine manière à l'écriture, comme c'est presque toujours le cas. C'est toujours les pertes qui permettent d'écrire. Mais j'avais pas le fil, je voyais pas le ton. Et je voyais pas quoi faire de moi dans le texte. Et puis c'est dans une soirée, tout simplement, en parlant avec quelqu'un que je connaissais pas, qui m'a posé des questions sur moi. J'ai commencé à raconter des trucs sur ma vie à New York. Et en sortant de là, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. C'est très simplement raconter les choses. Et je suis rentré, j'ai écrit les premières pages. Et à partir de là, c'est venu relativement facilement. La grande difficulté a été il fallait que ce soit un livre qui parle d'aujourd'hui. Il fallait que ce soit un livre qui parle de ce qui n'existe plus et de pourquoi ça n'existe plus. Et la difficulté, l'autre difficulté, c'était de savoir jusqu'où aller sur lui et jusqu'où aller sur moi dans le récit. Et donc ça a été question d'équilibre après, d'équilibre d'écriture. Mais enfin, une fois que j'ai su ça, une fois que j'ai su qu'il fallait pas, que c'était clair qu'il fallait parler d'aujourd'hui et qu'il fallait raconter les choses simplement, c'est venu relativement facilement. Et après, les choses se sont mises en place. Vous n'avez plus tellement hésité. Après, ça s'est déclenché et c'est parti, quoi. Alors, c'est vrai que c'est un livre aussi sur l'histoire. Hein. C'est un livre aussi sur l'histoire littéraire, mais c'est aussi à travers, évidemment, la personnalité de Philip Roth, qui est un des grands écrivains des États-Unis. Mais c'est aussi un livre où, finalement, vous remontez dans le temps, parce que je ne sais pas comment prendre les choses, mais s'il faut les prendre chronologiquement. Mais c'est aussi un livre sur l'Amérique. Vous remontez finalement aux années 50. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Donc on est aussi invité, j'ai envie de dire, par votre texte, à nous replonger, ou peut-être à découvrir pour certaines et certains, Norman Mailer, tous ces écrivains de l'époque. Pour vous, c'était assez évident que vous souhaitiez il y avait deux choses évidentes. C'était que il fallait commencer par la fin, il fallait commencer par la mort de Roth. Oui, vous recevez il fallait pas suivre il fallait jouer avec le temps et ne pas suivre une écriture chronologique. Ça, et un des textes que j'ai lu pratiquement tous les jours pendant l'écriture de ce livre, c'est pendant 2-3 ans. Ça paraît absurde, mais c'est une chanson de Bob Dylan qui s'appelle Tangled Up in Blue et qui raconte l'histoire d'un couple, mais pas du tout de façon chronologique. Chaque chapitre raconte un passage différent de l'histoire et c'est complètement éclaté. Et pourtant, la chanson raconte quelque chose. On voit très bien ce qu'elle raconte sans jamais pouvoir poser complètement la main dessus. Et j'ai lu cette chanson pratiquement tous les jours de l'écriture de ce livre, avec pour consigne mentale. Ne suis pas la chronologie, fous-toi de la chronologie. Ce qui compte, c'est le récit et pas la chronologie du récit. Donc, oui, effectivement. Un peu comme chez lui, un peu comme chez lui, l'imprévu, les choses qui arrivent. Donc, ça commence par la fin, d'une certaine manière, quand il meurt. Et effectivement, il y a des passages sur l'histoire non seulement de la littérature américaine, mais de l'Amérique à partir des années 5 de son époque, des années 50 jusqu'aux années 2010, et l'importance, le surgissement d'une génération d'écrivains, John Didion, Norman Mailer, Truman Capote, j'oublie son nom. La prochaine fois le feu. Moi aussi. Voilà. Oui, voilà. Enfin, il est dedans. Baldwin, non. Baldwin. James Baldwin, que vous citez en exergue du livre. Oui. Toute cette génération d'écrivains qui, comme Roth, ont découvert... Saul Bellow. Comment ? Saul Bellow. Qui ont découvert une Amérique... qui ont découvert une double Amérique, qui ont découvert à la fois l'Amérique de l'énergie, des opportunités, de la possibilité de réaliser une vie autonome, libre, la possibilité en particulier pour les gens qui venaient des minorités de se fonder soi-même, de sortir de sa communauté pour se fonder soi-même comme écrivain et comme homme ou comme femme. Et ça, c'est vraiment le contraire de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire l'individualisme et pas le communautarisme.
c'est l'énergie de cette Amérique-là, et en même temps la montée progressive d'une sociopathie particulière qui a probablement que Roth explore dans certains de ses livres et en particulier dans le récit de son mariage Ma vie d'homme, ouais, on y reviendra, qui a été résumé par Norman Mailer, une sociopathie qui a été résumée par Norman Mailer dès le milieu des années 50 quand il constate que la standardisation de l'existence américaine et de l'existence occidentale d'une manière générale, c'est-à-dire la domination progressive, non pas encore des algorithmes comme aujourd'hui, mais déjà des statistiques qui domestiquent les vies, avec en toile de fond les équations qui ont mis en place la bombe atomique. Toute cette vie qui est en train de monter, de s'organiser comme ça autour de la vie statistique, emprisonne les individus, et que pour rester libre, dit Mailer, la seule façon d'être, pour l'individu, c'est de réveiller ses instincts les plus sociopathes, pathologiques. Et il prédit qu'à la fin du XXe siècle, la sociopathie sera la condition existentielle de l'humanité. Et je pense qu'il avait parfaitement raison, et que c'est aujourd'hui ce qu'on vit tous à des degrés divers. Donc le livre raconte aussi la découverte de ça. C'est un des sens du titre, La part sauvage. Oui, le côté Némésis. On verra. C'est un des sens du titre, c'est-à-dire que Roth, dans les livres de Roth qui prennent pour matière, ces personnages sont tous ancrés dans une réalité sociologique bien précise, qui est la classe moyenne américaine issue de la communauté juive d'une ville industrielle américaine, en l'occurrence Newark. Ce sont des personnages qui ont des vies extraordinairement normales, et au cœur de cette normalité surgit soudainement l'imprévu, le chaos, le désordre. Ça peut être un désordre intérieur, comme dans Portnoy, ça peut être un désordre historique, comme dans Pastorale américaine ou dans Le complot contre l'Amérique. Mais quelque chose, ça peut être le désordre intérieur de la personnalité, mais quelque chose vient soudainement faire irruption dans cette couche de normalité. Et c'est probablement l'aspect le plus intuitif des livres de Philippe Roth, et probablement ce qu'il a eu de plus prophétique, de comprendre la fragilité de l'existence qu'on a connue, on est tous à peu près assez vieux pour avoir connu, c'est une vie à peu près normale qui n'existe plus aujourd'hui. On est passé à une époque où à peu près n'importe quoi peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. C'est ce que le terrorisme métaphorise en quelque sorte, et c'est ce que Roth a été le premier, enfin pas le premier, mais c'est ce que Roth creuse dans tous ses livres, et c'est ce qui leur donne cette impression qu'on a quand on les lit, qui parlent de nous, de nos vies en fait, et d'aujourd'hui. Et vous parlez de terrorisme, d'attentats, mais c'est vrai qu'en plus, votre rencontre en 99, après il y a le World Trade Center, attentat du 11 septembre, vous faites vous-même, je crois, un voyage en Israël dans les années 2000, oui. Les attentats à suicide, tout ça. C'est-à-dire que je l'ai rencontré, oui. Je dis ça parce que je rebondis sur... Oui, c'est-à-dire que je l'ai rencontré à un moment précis de mon propre parcours, c'est au moment où ma propre vie a d'une certaine manière volé en éclats, oui. Puisque j'étais effectivement rédacteur en chef des pages littéraires des Inrecuptibles dans les années 90. À l'époque, les Inrecuptibles, c'était important dans le paysage culturel et littéraire français. Et en 2000, j'avais l'idée je commençais à écrire des romans, et j'avais l'idée je voulais écrire un roman sur la mondialisation, et j'ai pensé que aller en Israël, le pays que je connaissais pas en fait, où j'étais allé qu'une seule fois dans ma vie, ça pouvait être. Je cherchais à rencontrer des Russes qui avaient connu la guerre froide et qui étaient sortis du monde soviétique. Il y avait beaucoup de Juifs russes à l'époque en Israël qui venaient de l'ancienne Union soviétique, et donc j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'aller là-bas faire des interviews pour alimenter un éventuel roman, et le hasard fait que je suis arrivé au moment précis où le processus de paix a explosé, et où une vague d'attentats suicides, comme on n'en avait jamais connu au Moyen-Orient, a dévasté complètement le pays.
Et donc j'ai abandonné mon idée de roman sur la mondialisation et j'ai commencé à travailler sur les attentats de suicide que je trouvais absolument fascinants. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment que quelque chose était en train de... c'était pas simplement la fin d'un processus de paix local, ni même la fin de la gauche israélienne, c'était l'entrée dans un siècle nouveau, dans une période entièrement neuve. C'était la fin de la mondialisation des années 90, c'était sûr, et c'était pas seulement là. Ça allait arriver ailleurs, c'était l'avenir. On entrait dans un monde qui était pas tout à fait la guerre, mais certainement plus la paix. Et cette idée que soudainement l'imprévu le plus meurtrier peut surgir au détour d'une rue, ça a été une très grande leçon pour moi à ce moment-là. Et la seconde leçon, ce qui fait qu'un an après, quand le 11 septembre est arrivé, les débats autour du 11 septembre m'étaient très familiers. Et la seconde leçon, quand je suis rentré à Paris après ce premier voyage, ça a été la montée de l'antisémitisme, pas seulement dans les cités, contrairement à ce qu'on dit, mais aussi dans les milieux culturels français, en particulier à gauche. Et donc pendant 3 ans, j'ai navigué entre Israël et Paris, où je faisais des séjours assez longs de 3 mois. Et entre la violence là-bas et la montée de l'atmosphère en France, j'ai commencé à accumuler beaucoup de colère. Et c'est à ce moment-là que d'une part, au bout d'un moment, j'ai quitté les Inrecuptibles, j'ai quitté les positions sociales que j'avais à Paris, largement à cause de ça. Et c'est là-dessus que j'ai rencontré Roth. Et Roth avait une certaine attirance pour les gens qui sont en rupture de banc. Les gens énervés, des obstacles, les gens énervés. Et donc ça a été, voilà, et ça a été ça a certainement été une des bases de notre amitié, de sa part et de ma part, c'était un refuge. Clairement, c'est le Roth et à travers lui l'Amérique de Roth, celle de ses livres et la vraie qui se mélangeait allègrement dans mon esprit. C'était une façon d'aborder une forme de judéité beaucoup plus calme et beaucoup plus distanciée que ce que j'avais pu connaître en Israël ou en France. Donc voilà, c'est le contexte, c'est celui-là, et c'est un contexte dont je fais beaucoup de cas dans le livre. Alors, énormément de choses. Dans ce que vous venez de dire, Mark Weitzman, je me disais sur quoi j'allais repartir. Il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois, en effet, vous dites ces voyages en Israël, ce côté, la judéité. Mais j'aimerais peut-être qu'on s'arrête, puisque vous partez en Israël en 2000, autour de la phrase qui me paraît assez centrale dans le livre, la citation d'Aaron Appelfeld, ce grand écrivain que j'avais eu la chance d'interviewer au cours du Marathon des mots une année, justement, dans une bibliothèque toulousaine, avec Valérie Zenati, qui est sa traductrice, voilà. Et vous prenez contact avec lui, vous partez là-bas, donc vous le rencontrez, vous expliquez un peu, dans le livre, vous refaites un peu un retour sur son œuvre. Il vous dit à un moment donné, alors, je lui ai demandé comment il faisait pour traverser chaque jour la ville en proie aux attentats, dans le seul but de venir travailler ici au calme. Et il vous répond, je suis né dans la guerre, voyez-vous, a-t-il répondu, avec cette façon de s'exprimer qui n'appartenait qu'à lui, très simplement, mais en jetant comme des ombres entre les mots. Ce n'est pas rien. Un temps. Il y a eu la Shoah, bien sûr, et puis ensuite, j'ai été mobilisé pour la guerre d'indépendance, puis de nouveau, durant la guerre des 6 jours, en 67, et puis encore en 73, la guerre du Kippour. Pourquoi changerais-je quoi que ce soit? La guerre est tout ce que j'ai connu. Je suis donc ici, chez moi. Et après, ça vous interroge beaucoup, cette phrase. Vous dites, qu'est-ce que je peux faire avec cette phrase? Et je pense qu'elle ouvre peut-être, je ne sais pas, une façon d'appréhender les choses, de comprendre peut-être. Je crois que je dis, fais voir le bouquin. Je crois que je dis, si je retrouve si je la retrouve, enfin peu importe. C'est une phrase qui ne laisse aucun. Voilà, c'est une phrase qui parlait d'un monde où nul ne cède quoi que ce soit à l'ambition d'une vie normale.
Voilà, c'est ça qui m'a frappé. Et il me semblait qu'il y avait là quelque chose quand on avait connu les années 90, quand on avait été adolescent dans les années 70, 80 en France, quand on venait en gros de la petite bourgeoisie culturelle de province, comme c'était mon cas. Cette phrase ramenait les choses, remettait les pendules à l'heure d'une certaine façon. Cette idée que et particulièrement chez un écrivain juif qui a traversé la Shoah comme Appelfeld, cette idée que il n'y a pas vraiment de chez soi et que le seul chez soi c'est celui de la guerre, d'une guerre qui est d'une forme de guerre constante, d'une forme ou une autre de guerre et d'anormalité systématique et de rupture systématique. Il y avait là quelque chose qui me semble toujours d'ailleurs une sorte de clé pour comprendre non seulement l'époque dans laquelle on est entré, mais aussi quelque chose de l'existence tout court. Donc voilà. Je développe plus dans le livre, mais en gros l'idée c'est ça. Alors c'est vrai que ça pose la question de la judéité, puisqu'on commence à en parler. Alors peut-être on peut revenir aux Inrocks, parce que c'est vrai qu'il y a cette période des Inrocuptiques que vous évoquez. C'est peut-être plus logique, j'essaie de trouver une... Mais vous parlez beaucoup de cette période, évidemment, parce que bon, vous en avez déjà parlé un peu ici, mais notamment vous parlez de Michel Houellebecq, qui est en effet un grand écrivain, et vous dites aussi qu'il a compris sûrement des choses, sa façon aussi d'exposer dans ses livres, par notamment de plateforme, je crois, l'interview que fait Pierre Assouline aussi à l'époque. Houellebecq, voilà. En fait, ce qu'il fallait pour ce livre, c'était expliquer pourquoi quelqu'un de ma génération français, d'ascendance juive, pouvait être à ce point intéressé par quelqu'un comme Roth, d'une autre génération et de l'autre côté de l'Atlantique. Quels étaient ce qui était intéressant, et ce qui est intéressant à mon avis, en tout cas pour écrire le livre, c'était les différences entre nous, au moins autant que les points communs. Et donc, pour expliquer ça, il fallait que j'évoque mon parcours de manière suffisamment explicite pour que ça fasse contraste avec la vie de Roth et avec son œuvre. Et dans mon parcours, effectivement, il y a Houellebecq qui était le premier. C'est probablement, je l'ai rencontré au moment où j'arrivais aux Inrecuptibles et je l'ai tout de suite fait venir au journal. J'ai tout de suite pensé qu'il était qu'il allait exploser, qu'il était central, qu'il avait des antennes incroyables pour comprendre quelque chose de ce pays, la France, et pour comprendre quelque chose du pire de ce pays. J'ai jamais pensé que Houellebecq écrivait sur la France, mais j'ai toujours eu l'intuition qu'il écrivait sur la manière dont la France se représente elle-même, et en particulier sur la manière dont la France se représentait dans les années 90, au moment de la mondialisation victorieuse, et quand la France a dû faire le deuil, qu'elle n'a jamais d'ailleurs complètement fait, de sa culture lyrique, politique, de la culture révolutionnaire, de toutes ces choses. Cette espèce de complaisance dans la défaite, qui suinte de toutes les pages du Houellebecq de cette époque-là, et qui prépare le populisme des années 2010 et d'aujourd'hui. Il me semblait qu'il y avait dans ses premiers livres cette espèce de haine française et de perversité et d'attirance pour la défaite, qui était exactement le contraire de ce qui m'intéressait chez quelqu'un comme Roth, mais qui me semblait profondément vrai dans l'état d'esprit français, dans la partie de l'état d'esprit français que j'ai toujours le plus détesté. Et donc, ça me semblait intéressant de le mettre en lumière et de lui donner beaucoup d'importance. On a été assez amis à cette époque-là, précisément parce qu'il représentait tout ce que je détestais. Quoi ouais. Alors, on comprend bien en vous lisant que donc Philippe Roth compte énormément pour vous, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il a finalement changé, Philippe Roth, dans votre façon peut-être
comprendre la littérature, Mark Weitzman, et peut-être de comprendre le monde, parce que c'est vrai que finalement, le livre, c'est ça aussi, c'est une façon d'essayer de comprendre le monde, encore mieux, essayer de le saisir. Et là, on peut, en effet, vous le dites à un moment, vous exprimez, vous expliquez, vous dites ce que j'aimais le plus dans son travail, Ma vie d'homme, La contre-vie, L'écrivain fantôme, Opération Shylock, Le théâtre de Sabat, Pastorale américaine, déjà cité. 40 ans à creuser le sillon d'une œuvre ambivalente et sans compromis, où la comédie de la dépendance sexuelle s'ouvre sur les abîmes de la fiction réflexive et la méditation historico-politique sur une interrogation quant au sens de la vie, l'humour, le sarcasme, la maîtrise formelle impeccable, et plutôt que l'autofiction, l'autocompromission, une tendance à faire de chacun de ses livres le compte-rendu élégant d'une expérience morale et brutale. Je peux pas mieux le dire. Ouais, non, vous l'avez très bien. C'est ce que j'allais vous dire. On est très bien écrit. Ouais. Je parlais de La contre-vie. Est-ce qu'il y a des livres que quelqu'un qui ne connaîtrait pas Je pense que c'est exactement ce que vous venez de lire. Il y a pas d'autre, il y a presque pas d'autre façon de le dire. Il y a en dehors des aspects techniques de ces livres qui sont souvent remarquables, le fond c'est vraiment celui-là, et c'est ce mélange d'élégance et de brutalité, de courage aussi pour affronter un certain nombre de choses. Et quand je parle d'autocompromission plutôt que d'autofiction, ce que je veux dire c'est que l'autofiction, surtout dans ce qu'elle est devenue, Roth n'a jamais pratiqué l'autofiction. Hein. Le seul livre dans lequel il aborde vraiment presque factuellement une expérience biographique, une expérience qui a été la sienne, c'est le livre qui raconte son premier mariage, Ma vie d'homme. Mais tous les autres sont des romans purs, inspirés de situations, ou plus exactement inspiré de questions morales posées par certaines situations. L'idée de l'autofiction, c'est une idée très française et très cérébrale dans sa facture. C'est cette idée que un individu va décrire le monde et en général le juger. Je parle pas trop de Dubrovsky, mais plutôt de ses épigones, enfin de tous ceux qui le juger de l'extérieur en quelque sorte. On dénonce les choses, on fait de l'autofiction, on dénonce les choses et on montre comment on est une victime. Quand Roth a écrit Ma vie d'homme, il m'a raconté comment il s'y était pris. Le bouquin, il a mis 7 ans à écrire le livre. Le livre raconte donc comment, à 26 ans, il a rencontré une femme de 50 plus âgée que lui, et comment il a tout de suite été fasciné par cette femme qui représentait pour lui, sortant de son milieu juif de Newark, l'Amérique parfaite, c'est-à-dire une femme indépendante, divorcée, mère de 2 enfants, qui se battait pour survivre et qui avait, tout en accumulant les jobs pour survivre, s'était inscrite à l'université de Chicago où elle avait passé un semestre, etc. Donc il y avait quelque chose dans cette énergie-là, en quoi Roth voyait l'incarnation de l'Amérique. Par ailleurs, c'était une vraie WASP, et à l'époque, dans les années 50, c'était important. Et ce que Roth n'avait pas vu, c'est que en fait, elle était tellement normalement américaine qu'elle était complètement cinglée. Ça commence fort. Et l'histoire, pour la base du roman, c'est que après plusieurs années de relations qui sont déjà frappées au coin de la pathologie, ce qu'elle a fait pour faire qu'il l'épouse, c'est qu'elle a prétendu qu'elle était enceinte, et pour lui prouver, elle est allée acheter une fiole d'urine à une femme noire enceinte qu'elle a ramenée chez elle et qu'elle a donnée à Roth, qui est allé à la pharmacie faire le test, et il est revenu avec le test positif, et donc il l'a épousée. Ça, c'est la véritable histoire. Et après, les choses ont évidemment empiré encore plus. Et il se trouve que le hasard fait qu'elle est morte dans un accident de voiture en 68, ce qui a libéré de quelque chose duquel il ne serait jamais sorti, sans doute. Bref, cette matière romanesque, pourquoi je raconte ça? Parce que cette matière romanesque, il a tourné autour pendant très longtemps pour essayer d'en faire un roman. Ma vie d'homme, il a mis 7 ans à l'écrire.
et ça se sent dans le livre, et il n'y arrivait pas. Et quand on en a parlé, il m'a raconté pourquoi il n'y arrivait pas. C'est que dans toutes les versions, il se dépeignait comme ce qu'il voyait de lui à l'époque, c'est-à-dire comme un jeune type naïf, victime d'une situation pathologique. Et donc le manuscrit était à mi-chemin entre la plainte, la dénonciation, et ça ne fonctionnait pas. D'un point de vue littéraire romanesque, ça ne marchait pas. Et il a réussi à en sortir quand il a commencé à penser qu'il fallait qu'il se compromette. Quand il a commencé à faire de son livre une arme d'investigation imaginaire, pas psychanalytique, mais bien imaginaire, pour essayer de voir quel était le type de complicité qui avait pu l'entraîner dans cette relation. Même si ce n'était pas exactement le cas dans la réalité, c'était plus intéressant de se poser comme complice que comme victime. Et à partir de là, le roman est devenu vivant. Quelque chose s'est débloqué. C'est pas de la psychologie, c'est une réflexion littéraire. Il n'y a pas de position pure. Il n'y a pas de pureté. L'écriture, le roman devient intéressant, la fiction devient intéressante quand on trouve la place où on se compromet soi-même dans une équation morale qu'on va poser comme telle sans nécessairement la résoudre. En ça, Roth est fidèle à Flaubert et surtout à Tchekhov qui disait que l'écrivain est là pour poser les bonnes questions et pas pour y répondre. C'est très rothien comme idée. Donc voilà, les romans naissent dans l'imaginaire de Roth à partir du moment où le bon personnage est confronté à la bonne situation, c'est-à-dire à un piège parfait. Dans La Tâche, c'est un type qui est noir, qui a tout fait mais qui est blanc de peau, comme le personnage de Lumière d'août chez Faulkner, qui a tout fait pour échapper à sa famille, qui a rompu avec sa mère, qui a de manière très brutale, alors qu'il était le fils préféré de sa mère. Il lui a dit « Tu ne me verras plus jamais, tu verras jamais les petits-enfants, je ne veux plus rien avoir à faire avec la famille dont je viens, je veux pouvoir prétendre que je suis blanc. » Et qui a construit sa vie de manière indépendante, loin de sa communauté, en se faisant passer pour juif, en l'occurrence, parce qu'il avait les cheveux frisés, et qui est confronté sur la fin de sa vie, dans les dernières années de son enseignement, à 2 étudiants noirs qu'il accuse de racisme. Voilà, c'est le piège parfait. Et une des discussions non résolues d'ailleurs dans le livre, qu'on a eu pendant tout le long de notre amitié, qui court comme ça et que je mets en scène dans le livre, c'est la question de savoir qu'est-ce qui vient frapper les personnages qui se sont comme ça construit une vie indépendante, quitte à se compromettre effectivement dans des actes brutaux, etc. Qui se sont construits une vie indépendante, qui sont devenus libres. La thèse de Roth, c'était que la némésis, parce que c'est son terme, qui s'abat soudainement sur le héros, n'est provoquée par rien. C'est juste le fait que c'est la vie, il faut que quelque chose continue à se produire, et à un moment donné, l'absurde, il y a quelque chose de brutal, de sauvage, tombe même sur les meilleurs, sur ceux qui ont tout fait pour se fabriquer une vie indépendante. Et moi, ma question, c'était mais est-ce que c'est vraiment le hasard ? Est-ce que les personnages, pour se créer, pour se fonder soi-même, il faut beaucoup de brutalité, comme le personnage dans La Tâche qui dit à sa mère « je te verrai plus jamais ». Il faut la brutalité nécessaire à l'arrachement, à ce dont on vient. Est-ce que c'est pas ça qu'on paye à un moment donné ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hubris qui précède le surgissement d'une forme de némésis ? On n'était pas d'accord là-dessus. Et moi, d'ailleurs, je n'étais pas nécessairement d'accord avec moi-même. Mais c'est un des débats qu'on avait sur le prix qu'on paye ou non pour la liberté individuelle. Vous écoutez Mark Weitzman, auteur de La Part sauvage, paru aux éditions Grasset, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mardi 20 janvier 2026.
Oui, et puis il y a aussi, on parlait de la contre-vie. Pourquoi la contre-vie est-elle, selon vous, son livre, peut-être vous l'écrivez, je crois, le plus abouti, le plus... Enfin bon... La contre-vie, moi je trouve que je trouve que la contre-vie, c'est un livre qu'il faudrait enseigner dans tous les lycées, en ce moment en particulier, parce que c'est le livre... sur l'identité, tout le monde parle de l'identité en ce moment, enfin depuis longtemps maintenant. C'est vraiment le livre où tous les paradoxes et les contradictions de la quête identitaire sont explorés systématiquement, de manière contradictoire, et jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous l'avez dans la salle, si vous êtes nombreux à l'avoir lu, le roman. Oui. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas lu, le livre part c'est une sorte c'est un récit en poupée russe. Le premier chapitre raconte comment l'écrivain Nathan Zuckerman vient à l'enterrement de son frère, et pendant tout l'enterrement, il se souvient, pendant que la veuve fait un discours sur à quel point son mari était un mari parfait, fidèle, père merveilleux, amant fidèle, etc. Lui se souvient comment son frère venait le voir pour lui parler de ses maîtresses, et comment en fait c'est pour atteint d'une malformation cardiaque, il a pris un bêta-bloquant, et le bêta-bloquant a eu un effet sur sa vie sexuelle, il n'avait plus d'érection, et c'est pour pouvoir continuer à vivre une relation avec sa dernière maîtresse en date, la deuxième, qu'il est passé sur le billard pour ne plus avoir à prendre les bêta-bloquants et qu'il est mort. Et ironie supplémentaire, en fait, il a fait ça pour une femme qu'il n'aimait pas, qui était d'une passade, alors que quelque temps plus tôt, il avait été très amoureux d'une femme pour qui il avait failli quitter son épouse et ses enfants, et il l'avait laissé partir par fidélité et par conformisme social. Et finalement, le prix de ce conformisme social, pense Zuckerman, c'est d'avoir dans un coin une maîtresse qu'il n'aime pas, mais qui est en quelque sorte sa récréation. Et pour maintenir sa petite récréation, il passe sur le billard, il ne survit pas, il meurt. Et dans le deuxième chapitre, il a survécu à son opération, ce frère, mais il est en proie à une crise existentielle soudaine. Il remet toute sa vie en cause. Et brutalement, il part, non pas pour rejoindre une femme, mais pour devenir un bon juif en Cisjordanie, avec une kippa sur la tête et un revolver à la ceinture. Et il devient le fidèle adjoint d'un leader d'extrême droite dans une colonie de Cisjordanie, où Zuckerman va essayer de le récupérer. Et dans le troisième chapitre, c'est plus le frère qui est atteint d'une malformation cardiaque, mais c'est Zuckerman lui-même. Etc., etc., etc. Et tout le livre est hanté comme ça. Tout le livre est une succession de chapitres où les personnages changent leur place constamment, mais avec les mêmes questions et avec les mêmes impasses. C'est-à-dire que toutes les questions sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être assimilé, qu'est-ce que c'est qu'être un bon citoyen, qu'est-ce que c'est qu'être est-ce qu'être un homme, c'est être un mari, ou est-ce qu'être un homme, c'est être un célibataire solitaire, qu'est-ce que c'est qu'être un écrivain, etc. Toutes ces questions sont posées dans le livre, sont explorées dans le livre, et chacun des personnages va jusqu'au bout de lui-même en essayant d'échapper à ces impasses, en essayant chacun d'entre eux se pose des questions sur le sens de sa vie, change de vie à chaque fois pour essayer de donner un nouveau sens à son existence, tout en restant fidèle à ses impasses initiales. C'est extrêmement profond. C'est probablement un des livres les plus profonds, non seulement de Roth, mais enfin, je pense même de la deuxième moitié du XXe siècle, pour le dire simplement. C'est un livre à la fois politique, intime, historique, et qui pose des questions très profondes sur ce que c'est que l'identité. Alors, il y a cette question de l'identité, ma question de la judéité aussi, on peut en parler. Vous évoquez aussi dans le livre un épisode, là on revient en arrière, on remonte le temps, si je puis dire. En 62, je crois, il est invité à une conférence à l'université.
dont le thème est conflit de loyauté chez les écrivains issus des minorités. Et voilà, et vous revenez un peu sur ce qu'il aurait prononcé comme propos ce soir-là. Bon, évidemment, c'est quelque chose qui l'a un peu poursuivi, qui lui a collé un peu, si je puis dire, une sorte d'étiquette. Et c'est vrai qu'on pourra parler ensuite, en effet, de tout ce qui lui colle aussi, qu'il a poursuivi durant sa vie, même après sa mort, parce qu'il y a la question de sa biographie. Là, il a été victime aussi d'un imprévu, on pourra en parler. Pourquoi avoir choisi de revenir sur cet épisode? Vous pensez qu'il était vraiment central, c'est ce qu'il a dit lui, c'est ce qu'il a toujours dit lui-même. C'est en 62, il était invité à un débat. Il n'était pas le seul. Il y avait 3 écrivains, un Italien dont le nom m'échappe. Comment? Je vais le retrouver. Ouais, l'auteur de L'Homme Invisible, l'écrivain noir qui a écrit L'Homme Invisible, dont le nom m'échappe aussi, mais on va les retrouver. Et lui, et le thème général, c'était la question de la fidélité pour les écrivains issus des minorités. Lui-même était absolument opposé à cette... Pietro Di Donato. Voilà, c'est ça. L'oublié Christ in Concrete, publié en 39, préfiguré. Ouais. Et Ralph Ellison. Voilà, Ralph Ellison était un très grand écrivain noir. Auteur de L'Homme Invisible pour qui chante. Voilà, c'est son seul roman achevé, c'est un des grands classiques de la littérature américaine. Et donc, Roth était très opposé à ce type de questions. Il pensait que les écrivains issus des minorités ne devaient aucune fidélité à leur communauté d'origine, et particulièrement pas les Juifs. Il y avait tout un débat sur le fait, à son époque, dans les années 50-60, on était encore tout près de la Shoah. Et le journal d'Anne Frank était un best-seller. Il avait été adapté au théâtre. Le journal d'Anne Frank avait fait salle comble pendant 3 ans dans le même théâtre à New York. Il y avait tout ce rapport à la mémoire comme ça et à l'idée que pour la génération des Juifs, pour la génération de Philippe Roth, être jeune dans les années 50, quand on était issu de familles juives, c'était confronté à une ambivalence. C'était une génération qui avait été éduquée de manière double. Et cette ambivalence est la clé de tout le reste pour Roth. Les parents, d'un côté, disaient voilà, on a la chance d'être en Amérique, c'est une chance extraordinaire. On a échappé à la Shoah. Certes, beaucoup d'entre eux avaient des membres de leur famille qui étaient restés en Europe et qui avaient disparu dans les camps de concentration, dans les camps de la mort. Eux, ils avaient la possibilité de faire leur vie. Et le message donné à leurs enfants, c'était faites quelque chose de votre vie. Donnez un sens à votre vie, accomplissez-vous, n'hésitez devant rien. Vous avez une chance incroyable. Vous êtes au pays du miracle américain. C'est vraiment très très présent dans cette génération. Et en même temps, les mêmes parents disaient à leurs enfants attention, ça peut revenir. Attention, fais toujours attention où tu mets les pieds. C'est la clé de ce fameux premier mariage, parce que Roth a voulu envoyer balader ses parents et il est tombé sur la sociopathe. C'est là où il n'y a pas forcément uniquement des coïncidences. Ouais. Donc le dilemme n'était celui-là dans cette génération, et la position de Roth, c'était la position officielle de Roth, en tout cas, entre lui et lui, c'était de dire on a effectivement cette chance, il faut foncer, il faut y aller, il faut être pleinement américain. Il n'y a pas de fidélité vis-à-vis du passé, certainement pas vis-à-vis de l'histoire européenne. Nous ne sommes pas des Européens. Ça, c'était la position officielle. Il se trouve que ce soir-là, l'animateur du débat a commencé à lui poser des questions. Il avait publié un premier recueil de nouvelles, c'était le seul livre qu'il avait publié, qui s'appelle Goodbye Columbus, dans lequel il y a 2 nouvelles en particulier qui abordent directement cette question du rapport au communautarisme et du rapport à l'héritage européen. Et ces nouvelles sarcastiques, en même temps assez profondes et assez dures. Et donc l'animateur de la soirée lui a demandé est-ce que vous auriez écrit les mêmes nouvelles si vous aviez vécu en Allemagne en 1935 ? Et c'est là qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Roth a toujours expliqué
que la question l'avait plongé dans un désespoir total et que la salle s'était dressée contre lui et l'avait traité de mauvais juif, etc. Je raconte dans le livre qu'un chercheur américain qui s'appelle Zipperstein, que je connais, qui m'a contacté, a eu accès à la bande sonore de cette soirée et qu'apparemment ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, mais c'est ce que Roth non seulement a toujours dit, mais toujours écrit. Quoi qu'il en soit, il était vraiment très déprimé à la fin de la soirée. On le sait parce qu'il a écrit à un de ses amis tout de suite après que la soirée l'avait plongé dans un état de désespoir total. Donc il semble que cette question, d'une manière ou d'une autre, ait touché un nerf très profond chez lui, qui allait devenir la matière d'abord d'un de ses chefs-d'œuvre, qui est l'écrivain fantôme, dans lequel il reconstitue cette scène-là de manière fictive. Le jeune écrivain Nathan Zuckerman se trouve confronté à exactement cette question parce qu'il a écrit une nouvelle sarcastique. Et cette fois, c'est pas dans une soirée de débat qu'on lui pose la question, mais c'est le rabbin de son père et les dignitaires de la ville dans laquelle il vit, la petite ville dans laquelle il vit, Newark. Et du coup, son père prend le parti du rabbin et Zuckerman se fâche avec son père, part un week-end chez un écrivain qu'il considère comme son mentor. Et là, il découvre, en plus de l'écrivain et de l'épouse de l'écrivain, une jeune inconnue, visiblement originaire d'Europe, on est en 56, parce qu'elle parle avec un accent européen, qui se fait appeler Amy Belette, et dont il commence à imaginer qu'elle est peut-être Anne Frank, ayant survécu à la Shoah. Ça commence comme une blague, parce qu'il se dit, bah voilà, je vais l'épouser, et puis ça va régler tous les problèmes, en fait. Je vais revenir avec Anne Frank au bras, et papa sera content. Et ça commence comme une blague, et puis à un moment donné, Zuckerman étant Zuckerman et Roth étant Roth, et on tourne la page, et Anne Frank se met, l'histoire d'Anne Frank arrive. Anne Frank ayant survécu à la Shoah, l'histoire est racontée. Et là, on ne rigole plus du tout, c'est absolument tragique. Et c'est le premier livre de Roth que j'ai lu qui m'est vraiment totalement convaincu. J'étais absolument scié en le lisant, parce que c'est une des deux ou trois choses qui sont vraiment qui montrent vraiment son génie, cette capacité de passer, comme Shakespeare, d'une phrase à l'autre, ou comme Bergman, d'une page à l'autre, de la satire à la tragédie, sans prévenir, mais brusquement, et puis de revenir ensuite à la satire. Soudainement, une trappe s'ouvre et vous êtes en enfer, et après, vous êtes à nouveau dans le jardin avec les oiseaux qui chantent et tout ça. C'est très subtil, c'est très puissant. Et donc, pour moi, c'est son premier grand chef-d'œuvre, ce livre. Mais c'est cette thématique-là de la question de savoir où se situer dans la vie. Est-ce qu'on peut vraiment foncer comme ça dans l'existence avec confiance, ou est-ce qu'il faut faire très attention parce que n'importe quoi peut vous arriver? Cette ambivalence du message familial, il l'a traduit dans pratiquement tous ses livres. D'abord, c'est ce qui fait qu'il a été très intéressé tout de suite dès qu'il les a rencontrés par ce qui se passe, par les écrivains tchèques, à l'époque, les écrivains d'Europe de l'Est, parce que justement, il y avait cette dichotomie entre, d'un côté, l'écrivain Kundera, mais beaucoup d'autres aussi. D'un côté, l'écrivain libre qui peut tout se permettre parce que rien n'a d'importance, qui est l'écrivain américain tel que lui, et de l'autre côté, des écrivains qui ne peuvent rien se permettre parce que tout est important, comme les écrivains vivant sous dictature. Ce constant basculement comme ça d'une perspective à l'autre, qui est vraiment l'héritage de sa famille, il l'a traduit en termes politiques pendant la guerre froide, ensuite en termes politiques avec Israël dans un bouquin comme Opération Shylock, par exemple, et puis de plus en plus dans ses livres, même les plus personnels, avec la question de cette hubris et de cette némésis qui vient brutalement comme ça, cette force noire qui vient soudainement comme ça,
percuter votre vie alors que vous n'avez rien demandé. C'est vraiment l'origine de ce questionnement, c'est tout simplement l'héritage historique de sa famille. Mais ce qu'il en a fait, lui, c'est beaucoup plus profond, ça va beaucoup plus loin. Jusque dans le dernier de ses livres qui s'appelle Némésis, qui raconte exactement ça, l'histoire d'un type qui ne peut pas partir à la guerre. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il rêve d'aller se battre en Europe contre les nazis, mais il ne peut pas parce qu'il est asthmatique, ou je ne sais plus ce qu'il a, je crois qu'il est asthmatique. Donc il est confiné à Newark, et il se trouve qu'une épidémie de polio surgit à Newark et qui prend sur lui d'aller combattre la polio, à défaut de combattre le nazisme. Sauf que comment on combat un virus quand on n'est pas médecin, il ne se passe pas grand-chose. Les enfants dont il s'occupe d'enfants. Les enfants tombent comme des mouches et il ne peut rien faire et c'est un enfer. Et puis, jusqu'au moment où sa fiancée, qui est dans les Catskills, dans la forêt, s'occupant d'autres enfants, lui dit « Mais arrête, tu perds ton temps, ça ne sert à rien, viens plutôt me rejoindre, c'est paradisiaque ici, il y a un lac tout près, on va se baigner tous les jours avec les enfants, c'est formidable. » Il finit par la rejoindre avec le sentiment de trahir la cause, absurdement, et il la rejoint, il vit quelques semaines avec elle au paradis, jusqu'au moment où un enfant meurt de la polio au paradis et où il s'imagine qu'il est porteur sain. Et encore, à nouveau, on retrouve cette idée qu'il n'y a pas de pureté, on est dedans, on est dans ce qu'on prétend dénoncer. On ne peut pas se tenir à l'écart de ce qu'on prétend combattre. Et donc, cette némésis qui va lui tomber dessus, il va finir par devenir, alors qu'il était athlète au début du livre, il finit par devenir infirme à la fin du livre. Et c'est le seul roman de Roth dans lequel il y a une hypothèse religieuse. Roth était athée, totalement athée, même férocement athée. Mais dans ce roman-là, il y a le personnage principal émet l'idée plusieurs fois que, en fait, ce qui lui arrive, c'est la faute d'un Dieu mauvais. Il faut un Dieu mauvais pour tuer les enfants comme ça, pour avoir laissé la Shoah survenir. Donc il trouve une sorte de moralité gnostique, cette idée que le monde a été créé par une sorte de démiurge sadique. Qui est une idée qui court dans la judéité. Hein. C'est très. Et moi, je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question de savoir si ça lui parlait, parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de gnostique dans les bouquins de Roth. Et de fait, il avait un ami qui était Harold Bloom, qui était un grand critique littéraire shakespearien, qui a fait beaucoup écrit sur Shakespeare, mais qui a écrit un livre aussi qui s'appelle The American Religion, dans lequel il explique que l'Amérique n'est pas un pays chrétien, contrairement aux apparences, mais un pays gnostique. C'est-à-dire un pays où on se pense exceptionnel, on se pense hors du monde, parce que le monde est mauvais. Et il y a quelque chose comme ça dans le destin, dans l'idée de destinée manifeste, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, j'ai posé la question à Roth, et Roth m'a répondu que s'il croyait en un Dieu, il serait plutôt tenté de croire en un démiurge sadique, mais qui ne croit pas du tout en aucun Dieu. Et dans le livre, d'ailleurs, cette explication-là, religieuse, est rejetée par le narrateur du livre, qui explique qu'en fait, cette explication est le produit de quelqu'un qui est le produit d'une forme de narcissisme, quelqu'un qui est incapable de concevoir, qui n'a pas la maturité nécessaire pour concevoir l'existence telle qu'elle est, et donc qui se réfugie dans une forme de métaphysique facile, selon laquelle soit c'est lui qui est responsable, soit c'est un Dieu mauvais, mais il faut qu'il y ait une cause. Il faut qu'il y ait, il n'a pas la maturité nécessaire pour penser que les choses peuvent arriver comme ça.
Alors, l'heure tourne, mais peut-être quelques mots avant qu'on passe la parole au public sur cette recherche de la biographie. Il a voulu qu'une biographie soit publiée sur Blake Bailey qui s'y est collé, qui l'a mais voilà. Et puis après, oui, une de ses épouses qui a écrit un livre sur. Vers la fin du livre, je raconte comment, en fait, l'Amérique a commencé à changer et à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Quelque part dans les années 90 et surtout après 2000. On a commencé à ne plus croire à la fiction et à prendre les choses très au sérieux. Je cite Thomas Pynchon, qui est dans un roman qu'il a écrit, qui a été publié en 2007, mais qui a été écrit dans les années, qui a été commencé avant le 11 septembre et fini après le 11 septembre. Donc le 11 septembre est dans le roman de Pynchon, et peu après l'attentat, il y a deux personnages qui échangent, qui disent tu trouves pas bizarre, t'as pas remarqué qu'il y a de plus en plus des émissions de télé-réalité, on ne croit plus à la fiction est en train de devenir quelque chose de douteux. Et c'était vrai vers la fin des années 90, quand le politiquement correct a gagné à peu près tous les départements littéraires, et la sociologie et le militantisme, l'idée qui a gagné, c'était que les choses sont trop sérieuses pour être traitées par des écrivains individualistes, anarchistes et qui se foutent de tout. Et après le 11 septembre, cette idée a été partagée par la gauche et par la droite. Il y a même des commentateurs conservateurs qui ont écrit que le 11 septembre était arrivé parce que New York était la ville du nihilisme américain, et que c'était normal qu'avec un mode de vie comme ça, on soit frappé à un moment donné. Tout ça, c'est le contexte qui fait que Roth, vers le milieu des années 90, a écrit un de ses bouquins les plus ouvertement noirs et provocants, qui est Le théâtre de Sabbat, qui est un de mes préférés, qui met en scène un personnage qui s'appelle Mikey Sabbath, qui est une sorte de juif dionysiaque, suicidaire, anarchisant, qui professe de n'aimer rien ni personne et de coucher avec tout ce qui bouge. Et le livre raconte l'histoire de son peut-être suicide. Il va peut-être se suicider. La dernière phrase du livre, c'est qu'il ne se suicide pas parce qu'il y avait ici-bas tout ce qu'il haïssait. Ça vous donne l'état d'esprit général. Et il se trouve que ce livre a été publié à peu près en même temps. Alors, c'est un livre extrêmement sexuel et d'une sexualité assez noire, mais tout y passe. Il a une relation avec une fille, une mineure de 16 ans ou 17 ans. Et d'ailleurs, c'est un tour de... soit dit en passant, il y a un tour de force technique dans le livre, parce que il y a toute une conversation téléphonique pornographique entre le héros, entre Mikey Sabbath et son amante, sa maîtresse qui a 16 ou 17 ans, c'est 17 ans dans le bouquin, ou peut-être un tout petit peu plus, et il en a 64. Mais toute la conversation est en note de pas de page. Oui, voilà. La narration se passe normalement et on a une conversation complètement pornographique qui n'est qu'en note de bas de page. Ce qui est extraordinaire. Ça ne devrait pas passer normalement et ça passe, on ne sait pas pourquoi. C'est un tour de force technique. Enfin, en tout cas, Roth a publié ce bouquin qui évidemment a fait scandale. Et malheureusement pour lui, il l'a publié pratiquement au moment où sa seconde femme, Claire Bloom, publiait ses mémoires dans lesquels il y a un portrait dévastateur de Roth, traité de misogyne, de violent, verbalement violent, bref, narcissique, complètement incapable de comprendre les femmes, etc. etc. Et la quasi-totalité des critiques, à part 2 femmes qui ont eu l'intelligence de comprendre que Claire Bloom n'était pas nécessairement la plus honnête dans son portrait, qu'elle pouvait avoir des comptes à régler, mais en dehors de ces 2 critiques, la quasi-totalité de l'establishment littéraire a pris le portrait de Claire Bloom pour argent comptant, ou a fait semblant de le prendre pour argent comptant, et a rabattu ce portrait sur le personnage fictif de Mikey Sabbath, et a dit, voilà, Philippe Roth, c'est ça. Et ça, à partir de là, il l'a très très mal vécu. Et après
le 11 septembre, quand l'atmosphère aux États-Unis a vraiment changé et que tout le monde s'est mis à penser que la fiction, c'était plus d'actualité, que l'ironie n'est plus une chose civique. Cette réputation lui a vraiment collé à la peau. Il est devenu une sorte de pestiféré. Et surtout, il a été obsédé par l'idée de rétablir la vérité. Tout le pays était obsédé par la question de la vérité à l'époque, au début des années 2000, parce que Internet était en train de monter, parce qu'il y avait les mensonges de l'administration américaine sur la guerre d'Irak. Bref, la question de la vérité devenait centrale, et ça commençait à devenir difficile d'écrire des romans quand on ne sait plus ce qu'est la vérité. Maintenant, c'est encore pire, parce que c'est franchement la réalité qui devient problématique. Mais la fiction devient un problème quand on n'est plus d'accord sur des vérités et sur une réalité commune. Et ça a commencé dans l'après-11 septembre. Aujourd'hui, ça a atteint des degrés... mais ça a commencé à ce moment-là. Et Roth est devenu obsédé par cette idée de vérité. Il fallait rétablir la vérité sur lui, il fallait rétablir les faits, etc., etc. Et il s'est mis en tête d'embaucher un biographe pour raconter sa vie. Il n'y avait pas moyen de lui expliquer que rien ne pouvait être pire que de diriger un biographe. Mais bon, il a trouvé quelqu'un, un bon biographe normalement, qui s'appelle toujours Blake Bailey, qui avait écrit des biographies avant, des biographies d'un écrivain américain qui s'appelle Cheevers notamment. Et Bailey s'est retrouvé piégé. D'un côté, piégé par la tyrannie amicale de Roth. Il fallait faire attention avec quelqu'un comme Roth. Il fallait garder un minimum de distance. Il fallait savoir quand dire non. À partir du moment où Bailey a vu, on lui a fait miroiter, il y avait beaucoup d'argent en jeu, un contrat d'1 million de dollars, et la possibilité de faire un best-seller avec des archives auxquelles personne n'avait eu accès, mais que Roth lui ouvrait intégralement, il s'est jeté dessus, bien sûr, mais il y avait un prix à payer, qui était que Roth lui disait, voilà, interview machin, tu vois, maintenant il faut que tu interviewes truc, maintenant il faut que tu ailles interviewer l'autre, etc., etc. Et Roth pouvait être très séducteur quand il le décidait, bien sûr, et donc Blake Bailey s'est retrouvé sous la coupe de Roth et en même temps complètement excité par la perspective de fréquenter le maître et d'être ami avec le maître et d'échanger des plaisanteries avec le maître, etc. Il a écrit sa biographie, Philippe est mort, et quelques 2 ans après la mort de Philippe, Bailey a publié son bouquin. Ça a été un best-seller, c'est parti pour devenir un best-seller pendant 3 semaines, et puis au bout de 3 semaines, ça a été coupé net par des accusations de viol contre Blake Bailey. Et le bouquin a été retiré des ventes. Et bien sûr, les critiques ont dit il n'y a pas de hasard. Et donc, c'est retombé sur Roth à nouveau. Et pendant quelque temps, les livres de Roth lui-même a été considéré comme, une fois mort, ostracisé ouais. Complètement. Et bizarrement, il doit sa résurrection dans les milieux littéraires à Donald Trump. Parce que l'Amérique de Trump est devenue telle, Trump représente une espèce de ça ambulant, si on peut dire. Si vous êtes familier avec la psychanalyse, il y a le moi, le surmoi et le ça qui est le monde des pulsions. Et Trump représente la pulsion au pouvoir, en quelque sorte. Et c'est le sujet de Roth, des livres de Roth. Et donc, la folie américaine, la sociopathie américaine, toute cette, qui est dans tous les livres de Roth, soudainement, on s'est rendu compte qu'en le lisant, on comprenait mieux ce qui était en train de se passer. Oui, d'où le succès finalement. Enfin, ces livres ont raison. Oui, enfin, c'est ce qu'on disait au début de l'entretien. C'est vrai que c'est un livre qui va jusqu'à notre époque. Hein, je l'ai pas dit, mais oui. Vous citez des chiffres des campus américains 2024, oui, alors 2025. On est vraiment. L'autre chose qui s'est passée, évidemment. J'ai écrit le 7 octobre est arrivé pendant que j'écrivais le livre, le 7 octobre 2023 en Israël, et donc. Aussi, tout de suite après le 7 octobre,
les manifestations antisémites dans les universités et la faillite politique, morale, intellectuelle et sans retour possible du monde intellectuel et universitaire américain. Ça, c'était quelque chose que Roth ne pouvait certainement pas prévoir à ce point. Je pense que personne ne pouvait le prévoir. Donc, c'est la fin de je finis le livre sur la fin pas seulement de la littérature, mais comment dire, ce qui unit Trump et les étudiants qui prétendent lutter contre lui, c'est que personne ne lit. Trump est connu pour ne pas lire un seul livre, ni même les rapports de son administration. Les étudiants des universités d'élite américaines aujourd'hui ne lisent absolument rien. Ils en sont incapables. Le niveau je donne des chiffres dans le bouquin, le niveau d'illettrisme, littéralement d'illettrisme, d'universités comme Princeton, Yale, Columbia et d'autres, atteint des sommets. Et on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que ça a commencé, ça a été préparé par le politiquement correct des années 90, l'idée qu'il ne faut pas lire la littérature parce que la littérature c'est bourgeois et l'idée que de toute façon il n'y a pas de vérité, il n'y a que du pouvoir, il n'y a pas de connaissance, il n'y a que du pouvoir. C'est-à-dire quand on explique que les Trumpistes luttent contre le savoir, contre l'université, tout ça est vrai, mais les premiers à avoir lutté contre l'université, c'est les universitaires eux-mêmes. Les premiers à avoir dit qu'il n'y a pas de savoir, qu'il n'y a que du pouvoir, c'est dans les facs qu'on l'a entendu d'abord. C'est dans les facs qu'on a entendu que la science, c'est le produit du pouvoir blanc patriarcal et colonisateur, et que donc il n'y a pas de science. C'est pas une invention des MAGA. Donc il y a une sorte d'unité d'union, en tout cas d'union sacrée pour la destruction de la connaissance entre les universités idéologisées et l'administration trumpiste. Et certainement un point commun sur le fait qu'aucun d'entre eux ne lise, et encore moins maintenant, avec les intelligences artificielles. Donc, c'est ce que je décris à la fin du bouquin. On est entré et ça, nous aussi, enfin, on y va avec un peu de retard, mais on y va. On est entré dans un monde post-littéraire et post-culture, je pense même, où pour les plus jeunes générations, l'idée même de culture va devenir très très vite dénuée du moindre sens, en fait. D'où le retour de la violence, y compris sur les campus, d'où les manifestations antisémites, d'où l'analphabétisme total. À Columbia, les étudiants c'est devenu un gag, mais à Columbia, les étudiants qui chantent la Palestine de la rivière à la mer sont incapables de savoir de quelle rivière il s'agit, ne savent pas situer la Cisjordanie sur une carte, ni la Jordanie, ni même Israël. Ils ne savent littéralement rien. Donc voilà. Et la disparition des Juifs au sein du système de l'université américaine aussi. Oui, complètement. C'est en lien. Enfin, vous en parlez également, Mark Wetzmann. On va vous passer la parole. Avez-vous des questions, des remarques ou des réflexions pour Mark Wetzmann, La part sauvage, donc prix Femina Essai 2025 chez Grasset. Non, pas forcément. Non, c'est pas forcément du désespoir. C'est un état de fait. C'est un constat. Après, je pense qu'il va se finir par se créer quelque chose. Il y a aux États-Unis, par exemple, il y a un début de réaction. C'est-à-dire que il y a un certain nombre d'écrivains qui ont qui ont déserté volontairement les ateliers de creative writing. Non seulement ça, mais les maisons d'édition traditionnelles qui sont complètement grevées par
qui publie n'importe quoi, grevé par les sensitivity readers et le wokisme, et qui fondent quand ils peuvent leur petite maison d'édition eux-mêmes, soit qui publient leurs livres en épisodes sur Substack, sur Internet. Il y a toute une contre-culture qui est en train de naître en ce moment aux États-Unis. Il y a aussi des sites Internet qui se sont montés en réaction à l'uniformisation de la culture. Et donc, du coup, moi, je suis abonné à beaucoup de Substack qui sont vraiment très intéressants. Et puis, il n'y a pas beaucoup de romans, ni de romanciers, mais il y a beaucoup de textes qui sont publiés, qui sont très intéressants, qui parlent du monde d'aujourd'hui et qui essaient de décrypter ce qui se passe. Par ailleurs, je raconte dans le bouquin, je cite dans le bouquin les témoignages de profs qui se plaignent effectivement de l'illettrisme croissant dans les écoles, du secondaire et dans les facs, mais qui disent aussi que quand ils vont enseigner en prison, par exemple, les prisonniers sont immédiatement intéressés par des textes a priori difficiles, les tragiques grecs, des choses comme ça, Faulkner, à quoi ils accrochent tout de suite. Donc s'il y a un avenir, ça se situera dans une nouvelle contre-culture qui passera par les nouvelles technologies, mais qui seront maîtrisées par un certain nombre de gens, dans les lieux que la mentalité universitaire n'a pas conquis. Voilà, dans des lieux comme Ombre-Blanche. On va passer la dédicace. Mark Weitzman, merci beaucoup. La part sauvage chez Grasset. Merci à vous. Le livre de Mark Weitzman, La part sauvage, le monde de Philip Roth et le chaos américain, retour sur 20 ans d'amitié, est publié chez Grasset. Mark Weitzman est aussi l'auteur des romans Chaos en 1997, paru aux éditions Grasset, de Mariage mixte en 2000, Une place dans le monde en 2004 ou encore Une matière inflammable en 2013 chez Stock. La rencontre que vous avez écoutée a été enregistrée mardi 20 janvier 2026 à la librairie Ombre Blanche et réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.